Nous sommes le 23 août 1944. Il est 6h30 du matin. Après avoir débarqué le 1er août en Normandie, la 2e DB du général Leclerc s'ébranle inlassablement vers Paris. Dans l'après-midi du 24 août, le général Leclerc envoie un avion de reconnaissance survoler Paris. Dans la cour de la préfecture de police, il largue un message d'espoir pour les Français en proie à l'occupant dans toute la ville. Tenez bon, nous arrivons. Plus tôt, dans la matinée du 24 août, à 7h du matin, les groupements tactiques Biot et Langlade foncent sur Paris. Le capitaine Drone est chargé par Leclerc de prévenir l'arrivée imminente de la 2e DB à Paris. Ce sont des ovations extraordinaires qui les accueillent dans Paris en liesse. Ils arrivent à l'hôtel de ville à 21h22, où ils rencontrent l'état-major du CNR, le Conseil national de la résistance. À 22h30, Notre-Dame fait sonner ses cloches. Français de Leclerc et résistants parisiens livrent bataille pour libérer la ville lumière. À l'école militaire, c'est un véritable siège qui est mené. 200 Allemands sont faits prisonniers après plusieurs heures de combat. La garnison allemande du Majestic, quant à elle, se rendra au colonel Jacques Massu. Aux Tuileries, 6 blindés et 20 camions sont détruits. 160 véhicules et 350 hommes sont capturés à l'hôtel Meurice, où le gouverneur du Grosse Paris, Dietrich von Choltitz, reçoit un ultimatum de la part de Biot quand sonne 11h. Le colonel français attaque à 14h. Après un barreau d'honneur, certes courageux mais futile, au terme de quelques combats et de 5 morts parmi les Français, le Meurice tombe enfin à 14h40, presque en même temps que la commande d'entour à l'Opéra Garnier. Il est 15h45, à la préfecture de police, Dietrich von Choltitz se rend à Philippe Leclerc. Le soir du 25 août, à l'hôtel de ville de Paris, dans l'un de ses plus fameux discours, le général de Gaulle fête la libération de la capitale française. Pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l'émotion qui nous étreint tous, hommes et femmes qui sommes ici, chez nous, dans Paris, debout pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains? Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, c'est-à-dire de la France éternelle. Eh bien, puisque l'ennemi qui tenait Paris a capitulé dans nos mains, la France rentre à Paris, chez elle. Elle y rentre sanglante, mais bien résolue. Elle y rentre éclairée par l'immense leçon, mais plus certaine que jamais, de ses devoirs et de ses droits. Je dis d'abord de ses devoirs, et je les résumerai tout en disant que, pour le moment, il s'agit de devoirs de guerre. L'ennemi chancelle, mais il n'est pas encore battu. Il reste sur notre sol. Il ne suffira même pas que nous l'ayons, avec le concours de nos chers et admirables alliés, chassés de chez nous, pour que nous nous tenions pour satisfaits après ce qui s'est passé. Nous voulons entrer sur son territoire, comme il se doit, en vainqueur. C'est pour cette revanche, cette vengeance et cette justice que nous continuerons de nous battre jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de la victoire totale et complète. Ce devoir de guerre, tous les hommes qui sont ici, et tous ceux qui nous entendent en France, savent qu'il exige l'unité nationale. Nous autres, qui aurons vécu les plus grandes heures de notre histoire, nous n'avons pas à vouloir autre chose que de nous montrer, jusqu'à la fin, dignes de la France. Vive la France!